Et voilà, bonjour à tous, c'est Isawat. Comme promis, je reviens vers vous pour fêter ensemble les 1 an de ma chaîne. Alors, dans un premier temps, bien sûr, je veux tous vous remercier, vraiment merci, merci, merci pour cet accueil qui m'a été fait, pour toute cette bienveillance que j'ai trouvée sur YouTube, à mon grand étonnement quand même. Donc, merci vraiment pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, tous vos commentaires qui ont fait vivre cette chaîne. Évidemment, sans vous, rien de tout ça n'aurait été possible. Merci aussi à tous ceux qui ont recours aux guidances privées. J'ai vraiment rencontré par ce biais des personnes sensationnelles. Je suis très étonnée vraiment de toutes ces rencontres humaines, de la grande qualité et de la grande ouverture d'esprit et de conscience que j'ai pu trouver par ce biais. Donc vraiment, un grand merci à tous. Je tenais à commencer par ça. Vous avez été nombreux à me répondre suite à cet appel pour préparer cette vidéo des 1 an de la chaîne. Donc merci à vous également. Énormément de personnes ont souhaité participer au tirage au sort que nous ferons dans un instant. Alors d'avance pardon, je vais faire cette vidéo d'un seul trait, sans montage, parce que moi j'aime pas trop ça, et puis j'ai l'habitude de travailler sans montage pour que les tirages soient les plus instinctifs possibles, hein. Donc là je vais faire pareil, donc ça risque d'être une vidéo un peu longue, mais que je vais faire d'une traite. Donc je vous demande par avance de m'excuser s'il y a des moments où je savonne un petit peu, où je bug peut-être un petit peu, c'est pas impossible. Enfin voilà, je m'excuse à l'avance. Nous allons commencer cette vidéo spéciale anniversaire avec vos questions, parce que j'ai reçu effectivement un certain nombre de questions assez intéressantes qui ouvrent certaines, en tout cas ouvrent un débat assez important. Donc je vais prendre le temps d'essayer de répondre comme ça. Ah, j'ai mon petit chat qui veut participer. Non, mais tu restes là. Donc je vais commencer par ça, répondre aux questions qui m'ont été posées en même temps que les inscriptions au jeu. Donc je vais les prendre pas forcément par ordre d'arrivée, mais un petit peu par style, enfin par sujet, hein. Donc là, je vais d'abord faire les questions qui sont plus un petit peu personnelles. Et du coup, je les ai découpées sur des petits papiers pour les mettre un peu dans l'ordre que je souhaitais. Donc, la première question, question de Ali. Quel est ton signe astrologique? Alors, je suis comme 70 ou 75% des gens qui tirent les cartes, je suis du signe du poisson. Ascendant cancer, lune en cancer, donc de la flotte, mais j'ai quand même ma Vénus en bélier qui rajoute un petit peu de feu là-dedans. Voilà, donc pour cette première question. Merci Ali. Ensuite, depuis combien de temps, donc question de Sonia, depuis combien de temps tirez-vous les cartes et comment avez-vous appris? Alors, il y a environ une dizaine d'années que je pratique la cartomancie. J'ai appris, alors dans un premier temps, au contact d'une très bonne amie à moi, qui, elle, a fait vraiment l'école du tarot de Marseille classique. Sa maman, déjà, était taromancienne. Enfin, donc, j'ai appris déjà un petit peu de cette personne. Et puis ensuite, j'ai souhaité élargir la vision. Et j'ai lu un certain nombre de livres, regardé sur Internet des vidéos qui traitaient de ce sujet. Et au fur et à mesure, si vous voulez, que j'ai entendu plein de gens parler de chaque carte, dans un petit livret, que je peux même vous montrer d'ailleurs, j'ai pris des notes au fur et à mesure pour synthétiser en fait les avis de tous et de chacun. J'ai synthétisé ça comme ça m'a pris un grand moment quand même,
beaucoup de lectures et beaucoup de visionnage. Et ensuite, si vous voulez, une fois que j'ai eu un peu tous les avis de chacun sur chaque carte, j'en ai fait ma propre synthèse, ma propre lecture, ce qui, à moi, me parlait le plus. Parce que je pense que c'est ça le plus important. Et c'est ce que je conseille aussi d'ailleurs aux personnes qui achètent mon oracle. Lisez une fois ou deux le livret que je fournis, mais après, détachez-vous-en pour faire votre propre lecture de la carte, parce que nous avons chacun notre façon de percevoir l'énergie de tempérance, par exemple, ou l'énergie du mât. L'essentiel, c'est qu'est-ce que cette carte veut dire pour vous. Et ça sera la juste lecture, en fait. Alors, donc merci à Sonia pour cette question. Question de Sophia. Pourquoi pas de guidance par choix? C'est une bonne question. Et je vais y répondre hyper franchement, c'est parce que j'aime pas ça. Moi personnellement, alors je regarde le travail des autres sur YouTube, bien évidemment. Je m'en inspire parfois. Mais moi, le tirage par choix, eh bien, j'aime pas trop ça. Quand je fais un tirage pour le mois, par exemple, je vais vraiment essayer de me concentrer donc sur un groupe de personnes et sur une période. Faire un tirage par choix, c'est un peu comme si ça me demandait de diviser mes énergies, pardon, j'ai quelque chose dans l'œil, de diviser mes énergies pour essayer de capter différentes choses sur le même laps de temps. Et du coup, moi personnellement, si vous voulez, ça ne me convient pas. Mais c'est très très personnel, bien sûr. Alors, de Nathalie. Nathalie, donc, qui est très très présente sur ma chaîne, hein, elle se reconnaîtra. Avez-vous d'autres méthodes de tirage pour des questions plus spécifiques ou plus précises? Et deuxième question, à quand un live pour papotage spirituel ou questions-réponses? Alors, je vais le faire en deux fois, bien sûr. Donc, d'autres méthodes de tirage, oui, bien sûr. Dans les guidances privées, je suis amenée à faire d'autres méthodes de tirage ou suivant les questions. Je peux avoir tendance à faire différentes colonnes pour les différentes personnes présentes dans l'histoire, par exemple, ou faire les points positifs, les points négatifs. Oui, bien sûr, je peux comme ça utiliser d'autres méthodes de tirage. J'utilise aussi le tarot de Marseille hein, pour certaines autres questions. Et j'utilise aussi quelques autres oracles ponctuellement quand ceux-ci m'appellent. Là, pour bon, j'attends que ce soit eux sur ma table qui me disent « Eh oh, on a quelque chose à dire ». Donc là, dans ce cas-là, je les prends. Mais oui, je nuance ma méthode de tirage suivant la question. Effectivement, par contre, pour les tirages mensuels, j'utilise toujours à peu près la même méthode pour l'instant. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas changer suivant ce qui peut m'être inspiré par mes guides, de changer de technique. On n'est pas à l'abri. On verra ce qui se présentera à l'avenir. Et la deuxième question, donc un live, alors ça j'adorerais, sincèrement j'adorerais faire ça. J'avais vraiment envie de le faire là pendant le premier confinement déjà. Mais il se trouve que ma connexion internet est une catastrophe. C'est limite, il faut que je pédale sous mon bureau pour que les vidéos téléchargent sur YouTube déjà. Donc pour lancer un live sur YouTube, admettons il faut avoir 100 de connexion pour lancer un live. Et bien moi j'ai 10. En gros, c'est pas possible techniquement. Mais bien sûr, j'espère bien qu'à l'avenir, donc là il y a des travaux qui sont en cours dans mon village, il se pourrait aussi que je déménage prochainement et j'espère bien que j'aurai une meilleure connexion qui me permettra de faire ça parce qu'effectivement, moi j'en rêve de pouvoir avoir vraiment un échange comme ça interactif avec vous directement, ça serait vraiment super.
Donc oui, ça fait partie des projets. Mais là, ça ne dépend malheureusement pas que de moi. Ensuite, question de Emma. Est-il possible que les événements mentionnés pour le futur se soient déjà produits antérieurement au tirage? Alors oui, bien sûr. Alors là, évidemment, le temps est une chose complètement élastique. Quand je fais un tirage, admettons pour les poissons ou pour les scorpions, il est évident que tous les poissons ou tous les scorpions de la planète ne vivront pas la même chose au même moment. Donc oui, on peut avoir vécu ce qui apparaît au tirage quelques semaines ou quelques mois auparavant, voire même parfois une année. Quelqu'un en a témoigné il n'y a pas longtemps dans les commentaires sous une vidéo qu'elle avait vécu précisément ce que j'expliquais dans le tirage une année auparavant. Ça peut, bon, une année c'est beaucoup quand même, mais ça peut arriver, pourquoi pas. Mais oui, nous n'allons pas tous à la même vitesse, donc effectivement, ça peut arriver que les choses se soient déjà déroulées ou que les choses se déroulent dans les mois qui suivent le tirage. Voilà. Alors, ensuite, question de Armel. J'aimerais connaître votre raisonnement sur les cartes. Deux cartes seules peuvent signifier une idée ou une situation, mais combinées ensemble, elles signifient autre chose. Oui, bien sûr. Comment faites-vous pour avoir la signification la plus juste? Pressentiment, lecture, point de vue. Et les cartes adaptent-elles leur message à la compréhension du lecteur? Alors oui, 10 fois oui. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important quand vous apprenez un oracle ou un tarot, ce qui est important, c'est ce que la carte vous évoque à vous. Et ça, les guides le savent. Donc, quand on va vous envoyer une carte, on sait très bien que pour vous, cette carte-là vous évoque plus ci ou plus ça. Donc, bien sûr qu'ils se servent de ça pour vous envoyer la bonne carte au bon moment. Mais par-delà ça, donc, quand personnellement je tire les cartes, si je tire, donc chaque carte évidemment a plusieurs lectures possibles. Et c'est là où la guidance est importante. C'est là où il faut apprendre à écouter à l'intérieur de soi la première réaction que l'on peut avoir en voyant cette carte. Moi personnellement, quand je retourne une carte, c'est comme si dans ma tête, on me raconte une histoire. Et cette carte que je viens de retourner prend sa place dans cette histoire. Mais là, c'est vraiment une question de lâcher prise, notamment de lâcher prise sur tout ce qu'on a pu apprendre de dogmatique au sujet de telle carte, ça veut dire ça, telle carte, ça veut dire ça. Non. Il faut avant tout écouter en soi ce que cette carte va déclencher au moment où on la voit, comme émotion, comme ressenti. Et c'est là où la lecture se fait. Si on peut parler de lecture du coup, puisque c'est sans doute une forme de canalisation finalement, le fait de savoir immédiatement que cette carte, qui peut avoir plusieurs lectures, eh bien, est là pour dire ça précisément. Il peut arriver parfois, vous avez pu peut-être le remarquer dans certains tirages, que au moment où je retourne une carte, eh bien, je propose les différentes lectures possibles. Dans ce cas-là, c'est juste parce que effectivement, nous ne vivons pas tous la même chose au même moment, et que certaines personnes vont plus rentrer dans une lecture et d'autres personnes dans l'autre, tout simplement. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question qui est une question importante et vaste. Merci à Armel pour cette question. Question de Christine. Entre signes solaires, lunaires, ascendants, lequel nous représente le mieux? Faut-il composer avec les trois pour trouver sa vraie personnalité? Alors, pardonnez-moi Christine de commencer ma réponse par cela, mais je ne pense pas que nous ayons besoin, pour trouver notre vraie personnalité, de savoir si nous sommes poisson ascendant cancer, cancer ascendant poisson.
il me semble, alors certains disent par exemple que avant 40 ans, on relève plus de notre signe solaire, qu'après 40 ans, on relève plus de notre signe ascendant. Ce n'est pas comme ça que personnellement je ressens les choses. Encore une fois, tout ce que je vais dire là, les questions d'avant, les questions d'après, ce sont mes réponses personnelles. Euh, vous en faites ce que vous voulez, chacun doit faire son propre avis. Il faut toujours se méfier de ce qui peut se poser comme un dogme. Il faut toujours garder sa propre réflexion et son propre ressenti. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça ne vous parle pas? Point barre. Donc, où j'en étais? Oui, à mon avis, chaque signe est mélangé à l'intérieur de nous. Et nous allons avoir une façon de traiter les choses de notre vie en fonction de ces signes, mais pas par rapport à l'âge qu'on a. À mon avis, encore une fois, je pense que certains, par exemple, vont être très signes solaires dans la manière dont ils vont vivre leur vie de famille, et vont être très signes ascendants dans la manière où ils vont vivre leur vie professionnelle. Vont être très signes lunaires dans la manière dont ils vont aborder un imprévu dans leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? À mon avis, tout ça, c'est un savant mélange qui va ressortir plus ou moins suivant ce que nous accueillons dans notre vie. Voilà, c'est ma réponse. Je pense qu'on ne peut pas s'arrêter. Moi, personnellement, je me méfie de tout ce qui va nous mettre dans des cases ou dans des tiroirs. Donc, voilà, ma réponse, c'est ça. Chaque sujet de notre vie va nous permettre, va nous faire ressortir en nous plus notre signe solaire ou plus notre signe lunaire. Peut-être que si on est très fatigué, eh bien, on va vraiment s'exprimer avec notre signe en Vénus, par exemple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que tout est en permanence mobile et rien n'est figé par rapport à ça. Voilà. Et notre personnalité, eh bien, évidemment, c'est quand même un savant mélange de tout ça et de bien d'autres choses encore. Voilà, merci beaucoup Christine pour cette question. Alors, question de Mélanie, qui m'a pas vraiment posé de question d'ailleurs, elle me dit évolution du soi intérieur, parler des émotions face à certaines situations, avoir des messages de l'âme. Alors, par rapport au soi intérieur, alors non, je vais faire en deux fois. Les émotions, il ne faut jamais oublier qu'elles ne nous font pas. Les émotions ne font que nous traverser. Donc une émotion, c'est toujours ponctuel. Ça va, ça vient. Lorsque l'on a tendance à rester très longtemps dans une seule et même émotion, c'est que en fait on l'a bloquée. On l'a accrochée, sans doute parce qu'on ne l'accepte pas, parce qu'on la rejette, parce qu'on ne la reconnaît pas. Les émotions, il faut les accueillir. Ah tiens, aujourd'hui je me sens comme ça. On l'accueille, on le reconnaît. Et après ça permet bien, tout simplement de les libérer. Pour celles qu'on veut libérer, bien sûr. Les émotions de joie, il faut les cultiver, hein, pas les chasser. Mais voilà, les émotions, ça ne fait que passer. Hein, c'est quelque chose d'extrêmement ponctuel. Hein, voilà. Après, pour le reste, évolution de son soi intérieur et avoir des messages de l'âme. Alors, les messages de l'âme, déjà, ça peut passer beaucoup par le corps. C'est-à-dire que si une idée ou un projet ou une personne nous fait ressentir quelque chose du point de vue corporel, soit agréable ou soit désagréable, eh bien, on peut le lire comme c'est un message effectivement de notre âme qui va, par le corps, nous faire ressentir quelque chose, admettons, de désagréable face à une personne. C'est un message de l'âme. Quand on veut avoir une réponse de notre âme à une question plus précise, on peut faire le petit exercice très simple on se pose au calme,
On fait au moins 3 grandes respirations pour essayer de se vider notamment de nos émotions parasites. Et une fois qu'on a trouvé comme ça une forme de calme intérieur, on pose notre question. Et dans la première fraction de seconde, alors vraiment la première fraction de milliseconde, on a la réponse en nous. Vous pouvez faire le test, ça demande un tout petit peu d'entraînement pour la phase en tout cas de respiration et de se vider un petit peu, mais dans la première fraction de milliseconde, on a notre réponse. Dans la seconde qui suit, il va y avoir d'autres réponses qui vont arriver, mais là, c'est déjà le mental qui reprend le dessus. Donc là, il s'agit aussi de se faire confiance et d'accepter cette réponse qui va venir dans la première fraction de milliseconde. C'est un petit truc tout simple que j'ai transmis à différentes personnes de mon entourage et qui en sont assez contents. Voilà. Donc, merci Mélanie. Question de Lolo. Comment se protéger des énergies fragiles des gens quand on est une éponge? Alors ça, effectivement, pour toutes les personnes un peu sensitives, eh bien, où les enfants ont le même problème aussi quelque part, on absorbe énormément les émotions des autres. C'est pour ça, entre autres, que j'ai mis très longtemps à accepter de faire des guidances personnelles, parce que j'avais peur justement de m'imbiber un peu comme ça des émotions qui ne m'appartenaient pas. Alors, il y a plusieurs modes de protection, bien sûr. Personnellement, j'utilise des pierres. Alors, ah bah là, je ne l'ai pas autour du cou, j'ai mis un truc plus décoratif, mais en général, j'ai toujours des pierres de protection autour du cou. Un certain nombre de pierres permettent comme ça de faire un petit peu écran, barrage. Il y a l'obsidienne, il y a l'œil de tigre. Moi personnellement, j'utilise plutôt l'œil de tigre parce que l'obsidienne personnellement me réussit pas trop, mais après encore une fois c'est personnel. Il y a aussi la pierre de jet qui est un bon bouclier. Alors là, je vous dis ça par rapport à mes connaissances. Quelqu'un d'hyper pointu en lithothérapie pourrait sans doute développer beaucoup plus, mais voilà. Sinon, il y a une technique un peu plus méditative qui est de se protéger dans une bulle de lumière. Hein, visualiser, commencez par visualiser donc la lumière de votre chakra cœur ici, une belle lumière blanche, et puis vous essayez de l'étendre un petit peu autour de vous pour former comme une sorte de cocon de protection lumineux. Ça prend quelques minutes hein, à mettre en place pour se protéger justement des énergies parasites entre guillemets. Qui peuvent être des énergies des vivants comme des énergies des personnes décédées. Entre parenthèses, ça marche pour les deux. Et il y a aussi, pour se nettoyer, si malgré tout on a absorbé les énergies des autres, des bains de sel pour se nettoyer de ces énergies, ou même tout simplement des douches, se laver, quoi, tout simplement, mais en conscience. Se laver en ayant conscience que l'eau qui coule sur nous va nous nettoyer de toutes ces énergies que nous n'avons pas souhaitées. Personnellement, je fais aussi, mais alors là c'est très personnel, j'ai l'image de la plume de canard. Là c'est vraiment un truc hyper perso que je vous raconte, mais moi j'imagine que je suis recouverte. Vous savez, le plumage d'un canard ne se mouille pas. Un canard sur l'eau peut s'ébrouer, s'ébattre dans l'eau, et on voit clairement que l'eau forme des gouttes sur ses plumes et coule sur ses plumes, roule sur ses plumes sans les imbiber du tout. Et moi j'utilise plutôt cette image-là, je fais plume de canard comme je dis, où toutes les énergies que je ne souhaite pas accueillir roulent sur moi comme si j'étais recouverte de plumes de canard. Voilà. Un petit peu spécial ce que je suis en train de vous raconter, mais voilà.
C'est ma réponse en tout cas. J'espère qu'elle vous satisfera, Lolo. Alors, question de Kim. Peut-être une question sur le détachement ou le processus d'éveil. Alors, pour de bon, ça c'est très intéressant, ne serait-ce que dans la formulation, parce que les deux sont effectivement complètement liés. C'est-à-dire, alors je crois que j'avais fait un lien. Oui, voilà, j'avais fait un lien avec une autre question. Le processus d'éveil, en ce qui me concerne, je l'ai perçu comme le fait de comprendre que nous ne sommes pas des êtres de chair qui vivons ponctuellement des expériences spirituelles, mais rigoureusement l'inverse. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience d'incarnation. Donc, si vous voulez, à un moment donné de ce processus d'éveil, on peut en venir à voir notre vie comme une pièce de théâtre en fait. Nous sommes là, nous sommes des acteurs, nous croyons que ce que nous vivons est la réalité, alors qu'en fait nous sommes dans une sorte de pièce de théâtre où chacun est venu jouer un rôle qui est en fait très court, hein, si on remet ça dans l'espace-temps beaucoup plus vaste de l'autre monde, entre guillemets, enfin. Donc, si vous voulez, une fois qu'on arrive à voir que nous ne sommes que en train de jouer des scènes d'une pièce de théâtre, eh bien, le détachement arrive tout seul. Puisqu'on arrête de prendre les choses comme étant la réalité, on prend énormément de distance avec tout ce qui peut nous arriver, avec toutes les personnes que l'on peut rencontrer aussi, et même avec le mal qu'elles peuvent nous faire, puisque nous sommes dans une pièce de théâtre et que chacun est venu jouer son rôle, que ce soit le rôle d'un gentil ou le rôle plus désagréable de quelqu'un qui va intervenir dans notre vie pour nous faire vivre des difficultés, si vous voulez. Donc, et là, par rapport à ce processus d'éveil, je pense que ce qui est absolument essentiel, du coup, ce que ça apporte, c'est cette faculté de non-jugement. Et là, pour moi, c'est vraiment la chose essentielle à en garder, c'est de ne jamais porter de jugement, quel qu'il soit, sur les personnes que l'on peut croiser, sur les autres cultures, sur... enfin voilà. À partir du moment où on est dans une forme de non-jugement, ça permet justement une forme de détachement. Je vais mettre un petit peu de lumière parce que je vois que le jour tombe assez vite. Ça permet une forme de détachement très important et on continue à vivre les choses, on continue à ressentir des émotions, bien évidemment, mais les aspects souffrants, du coup, peuvent devenir beaucoup plus légers. Dans le processus d'éveil aussi, ce que je trouve assez important, c'est les accords Toltec. Ne serait-ce qu'en appliquant les accords Toltec, on arrive comme ça à une forme de non-jugement, de détachement, de prise de recul, et aussi le fait d'agir d'une manière droite et alignée. Donc si vous ne connaissez pas les accords Toltec, eh bien, je vous invite à vous informer. C'est très simple. Alors là, c'est hyper simple, hyper basique, mais je trouve que c'est vraiment essentiel. Voilà. Et donc, je voulais mettre cette question sur le processus d'éveil, donc qui pour moi amène d'une manière naturelle une forme de détachement, d'accord. Je relis cette question avec la question suivante qui est de Nathalie et qui demande: peut-on guérir d'une blessure de rejet et comment? Alors, les blessures primordiales évidemment sont très difficiles à dépasser, elles sont là pour ça, entre guillemets,
Et personnellement, je trouve que la blessure de rejet, justement, est une de celles qui est le plus difficile à appréhender, enfin à surmonter, hein. Mais je pense que justement par ce processus de s'imaginer, enfin de se remettre en tête que nous ne sommes là que des petits acteurs nous sommes incarnés pour jouer une sorte de pièce de théâtre euh, qui est là en fait pour nous apprendre des choses, hein, eh bien on arrive plus facilement, je trouve, à surmonter même ces blessures compliquées, puisqu'on peut se dire que non, la personne ne nous a pas véritablement rejetés. La personne est venue jouer son rôle d'acteur pour nous faire expérimenter cette blessure, pour nous permettre une leçon de vie. Et ça permet, si vous voulez, une forme de distanciation avec tout ça, qui rend les choses quand même nettement moins souffrantes. Voilà, moi c'est la réponse que je peux apporter à cette question qui est une question difficile, hein. La blessure de rejet, je ne la nie pas. Je sais que c'est très 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 compliqué. Alors, question de Valérie. Comment entrer en contact avec ses guides? Comment percevoir les signes? Comment être plus connecté? Et elle me précise, Valérie, qu'elle a eu l'impression pendant un certain temps de sa vie d'être très connectée, sans doute de voir les signes, voilà, d'avoir peut-être des ressentis. Et puis d'un coup, plus rien. Alors, ça pour de bon, je connais bien parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi aussi. Apparemment, on va nous envoyer, pendant un certain temps de notre vie, pendant que nous sommes en cours d'évolution, des signes énormes, gros comme ça, des ressentis énormes, de manière à nous faire comprendre, ah, c'est comme ça que ça marche. Tu peux avoir des signes, tu peux avoir des ressentis. Par contre, une fois qu'on a compris les choses et qu'on a intégré les choses, nous n'avons plus besoin d'avoir des signes aussi gros ou d'avoir des ressentis aussi flagrants, puisque nous avons compris. Donc, ils peuvent arrêter cette phase d'apprentissage-là. Je vais vous donner un exemple. Au courant de mon évolution, j'ai vu des fantômes, des esprits, des revenants, on peut les appeler comme on veut, des spectres. Ça m'est arrivé notamment 2 fois, d'une manière assez marquée. Mais alors je les ai vus comme, voilà, comme en chair et en os, hein, faut être clair, pas du tout des choses transparentes ou évanescentes. Une fois que j'ai eu accepté, compris ce que j'avais vu, et que j'ai intégré la chose en me disant, bon, alors oui, effectivement, nous sommes entourés de personnes qui sont là auprès de nous, dans notre environnement. Une fois que j'ai eu compris, accepté, intégré ça, ça a été terminé, j'en ai plus jamais revu. Je ne sais pas si je suis très claire, mais on a besoin dans un premier temps de choses qui sont flagrantes, qu'on va vivre en tout cas comme flagrantes, mais une fois qu'on a intégré ça, eh bien, on n'a plus besoin de choses aussi flagrantes. Ça rentre plus dans des choses plus subtiles, et ça veut juste dire en fait qu'on a passé en quelque sorte un stade d'évolution. Hein, donc que ça ne vous inquiète pas, Valérie, le fait d'avoir l'impression d'être coupé de quelque chose. En fait, non, c'est juste que vous avez passé une autre étape de votre évolution spirituelle, et que maintenant, les choses que vous allez pouvoir percevoir vont être sans doute beaucoup plus de l'ordre du subtil. J'espère que vous me comprenez. Après, pour le reste de cette question, comment entrer en contact avec ses guides, percevoir les signes, enfin, alors comment être plus connecté? Déjà, il faut être ancré. C'est très très important. Ne pas toujours chercher à se connecter vers le haut si on n'est pas profondément ancré vers le bas. Donc, des exercices d'ancrage, c'est toujours extrêmement important. Marcher pieds nus dans l'herbe, sentir la terre sous ses pieds, imaginer
que l'on a des grandes racines qui poussent jusqu'au centre de la terre, plus on va descendre nos racines vers le bas et plus on va pouvoir en fait capter vers le haut. C'est un équilibre toujours, voilà, toujours chercher cet équilibre. Donc l'ancrage très très important. Et entrer en contact avec ses guides. Alors, bon, ça, moi, c'est quelque chose, si vous voulez, qui m'a été donné, livré. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour vous sur la fin de cette vidéo, qui j'espère vous fera plaisir. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Ce que je peux vous proposer, par exemple, c'est de mettre avec votre guide, de vous mettre d'accord, hein, c'est-à-dire de lui proposer un exercice. Alors, comment dire ça? Demandez à votre guide. Alors, donc, comme tout à l'heure, on commence toujours, hein, avec tout ce genre de petits exercices, on commence toujours par se poser, respirer, exercice de respiration consciente, jusqu'à être vraiment bien détendu et se vider l'esprit, pas de pensée parasite. Et vous demandez à votre guide de vous montrer sa manière à lui de vous signifier sa présence. Ça va prendre la forme, une forme différente pour chacun. Moi personnellement, j'ai l'impression que quelqu'un me prend par l'épaule. Mais il y a des gens qui vont sentir comme si on leur caressait les cheveux. Il y a des personnes qui vont sentir une chaleur. Il y a au contraire des personnes qui vont sentir un point froid. Ça va prendre une forme différente pour chacun. Mais, donc, vous proposez ça à votre guide. Montre-moi de quelle manière tu peux me manifester ta présence. Et soyez très attentifs, très à l'écoute de ce que vous allez ressentir du point de vue corporel. D'accord? Ça, c'est une manière qui est très simple et qui fonctionne. Pour ceux qui ont besoin en tout cas d'être rassurés, entre guillemets, sur la présence de leur guide, eh bien c'est un petit exercice très simple à mettre en place et qui donne de très très bons résultats. Donc déjà, je peux vous proposer ça. Valérie. Voilà. Et alors, comment percevoir les signes? Là, du coup, je vais mettre ça en lien à nouveau avec la question d'après qui est de Aurélie. Que signifie le fait de voir des visages sur les photos, nuages, arbres? Donc, les messages des guides vont prendre tout un tas de formes différentes, effectivement. On peut avoir des objets qui se déplacent, on peut avoir des plumes, hein, bien sûr. Les petites plumes qu'on trouve... alors, pour qu'elle soit valable, évidemment, la plume, il ne faut pas la trouver sous un nid d'oiseau. Ou voilà, a priori, il faut quand même qu'elle se trouve à un endroit qui va vous paraître curieux. Et surtout, il faut être attentif à la façon dont vous allez tout de suite percevoir cet objet, que ce soit une plume ou autre chose. On le sent instantanément, si vous voulez, que ah tiens, ça c'est bizarre, ou il y a comme une réaction, si vous voulez, comme si le corps, quelque part, réagissait avant le mental. Ça, c'est assez important. Et on rejoint, alors j'ai peur de me perdre un petit peu dans tout ça, j'essaye d'être claire, mais on rejoint la question d'Aurélie dans le sens où les guides peuvent évidemment nous donner des signes de cette manière-là, c'est-à-dire des visages sur les photos, les nuages dans les arbres, donc ce que les techniciens appellent des pareidolies, elles peuvent être auditives, elles peuvent être visuelles. Alors ce qui est important par rapport à ça, c'est la synchronicité, c'est-à-dire si on cherche dans les nuages ou dans la terre, on arrivera toujours à voir quelque chose, on arrivera toujours à deviner un visage là, ou un objet. Enfin, ce qui est important, c'est l'aspect de synchronicité, c'est-à-dire si vous voyez un énorme cœur dans un nuage, au moment où vous étiez en train de réfléchir est-ce que mon amoureux m'aime, ou alors là oui, c'est un signe. Il faut qu'il y ait une corrélation
entre votre pensée du moment et ce que tout à coup vous apercevez, comme pareille de lit, qu'elle soit dans les nuages ou ailleurs. Voilà, là pour de bon, c'est la synchronicité qui est importante. Si vous ne pensez à rien et que vous voyez, je sais pas moi, une chèvre dans les nuages, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Si vous êtes en train de vous demander s'il faut partir monter un élevage dans le Larzac et que vous voyez une chèvre dans les nuages, là c'est une réponse. Voilà. Je prends des exemples un petit peu caricaturaux, mais c'est de manière à ce que ce soit un peu plus simple. Alors, on change un petit peu de sujet. Question de Manuela. Comment appréhendez-vous les cycles de la Lune et la manière dont ceci influence vos tirages, intuitions, ressentis? Il y a une deuxième partie à la question, mais je vais d'abord donc répondre à ça. Alors moi, les cycles de la Lune, pour de bon, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais en ce qui me concerne, j'y suis extrêmement sensible. Vous avez dû remarquer que en général, j'attends toujours que la pleine lune ou la nouvelle lune soit passée pour effectuer mes tirages de cartes du mois. Parce que moi-même, les lunaisons me mettent dans un état un petit peu, alors ça dépend des fois, mais un petit peu à côté de mes pompes parfois, notamment la nouvelle lune, qui me projette un petit peu dans des états un petit peu, je ne veux pas dire dépressifs parce que c'est un bien grand mot, mais c'est toujours des moments où je me sens pas très bien. 2-3 jours avant la nouvelle lune, j'ai toujours un coup de mou, un petit coup de cafard, ou des choses que je pensais avoir déjà traitées remontent à la surface. Donc en ce qui me concerne, je fais attention au cycle lunaire. Dans le jardin aussi, je fais énormément attention au cycle lunaire avant de planter, avant de récolter. Donc pour moi le cycle lunaire est très important. Donc c'est pour ça que j'évite de faire des tirages, surtout les tirages généraux en fait, parce que ça demande d'embrasser quelque chose de plus vaste que sur une seule personne pour un tirage personnalisé. Mais donc voilà, je sais que pour moi c'est effectivement le cycle lunaire est important. Et ensuite, il y a une deuxième partie à cette question, pardon, j'ai un petit peu bugué, j'avais prévenu en début de vidéo que ça risquait des fois d'être un peu... Pensez-vous qu'un choc émotionnel puisse réveiller des capacités sensorielles ou nous mettre plus en contact avec les autres parties de notre être? Alors là, oui, un grand oui, c'est une évidence. La bibliographie est remplie de bouquins de gens qui, après avoir vécu un choc émotionnel, ont vécu une ouverture de conscience énorme, une ouverture d'esprit énorme. Ces derniers temps, particulièrement, je ne sais pas si vous avez vu dans les commentaires sous mes vidéos, un certain nombre de personnes ont témoigné de ça, après avoir vécu un choc émotionnel, une rupture très difficile, la perte de quelqu'un, eh bien, on a, pour certains en tout cas, une ouverture d'esprit qui arrive. J'ai bien même l'impression que c'est un peu que grâce à des chocs émotionnels ou des bouleversements de vie qu'il y a comme ça des ouvertures de conscience qui se font. Donc là, la réponse est clairement oui. Un choc émotionnel va nous permettre effectivement de contacter en nous des choses que nous n'avions pas jusque-là contactées. Et c'est voilà, c'est très, très marquant. Que ce soit une maladie pour certains, la perte de quelqu'un. Voilà, beaucoup de personnes, beaucoup que ce soit des hommes ou des femmes, beaucoup de femmes, après avoir perdu un enfant, et là c'est difficile, mais après avoir perdu un enfant, ont tout à coup pris conscience de la vie spirituelle, pris conscience que leur enfant pouvait continuer à les contacter, par exemple. Et ça a entraîné des grands bouleversements de vie. Ou regardez les personnes qui ont fait une EMI, par exemple, et bien quand elles reviennent, le choc qui a été provoqué les fait complètement changer
d'optique de vie, de projet de vie, de façon d'aborder la vie. Donc oui, là la réponse pour moi à cette question est oui, 1000 fois oui. Alors ensuite, question de Maryse. La relation flamme jumelle peut-elle avoir une issue favorable? Alors là, c'est une question. C'est une très vaste question. Alors, j'ai un point de vue un tout petit peu particulier sur les flammes jumelles, je ne m'en cache pas, je l'ai déjà exprimé. La réponse à cette question est oui, bien sûr, il y a toujours une issue favorable, mais pas forcément dans le sens où la plupart l'entendent. Pour moi, la relation flamme jumelle n'est pas vouée à former un couple. Pas forcément vouée à former un couple. Il suffit de regarder autour de vous combien de personnes pensent être dans ce type de relation et combien de couples sont formés. Personnellement, autour de moi, je dois connaître 3 ou 4 couples de flammes jumelles qui ont réussi, pour de bon, à former un couple. Pour moi, le cheminement flamme jumelle est avant tout un cheminement spirituel qui nous amène à appréhender la notion d'amour inconditionnel. Et c'est ça vraiment la richesse en fait. C'est un parcours qui est censé nous ouvrir l'esprit, nous faire évoluer spirituellement. Alors en vitesse accélérée, hein, ça c'est sûr. À marche forcée un petit peu, ce qui fait qu'effectivement c'est souffrant comme parcours. Il ne faut pas se mentir, hein. C'est souffrant. Mais c'est là, en fait, pour faire de nous des êtres... alors j'allais utiliser le mot christique, mais j'ai peur que ça soit un petit peu mal compris, mal perçu. Donc des êtres d'amour inconditionnel, des êtres spirituels d'amour inconditionnel. Et en ce sens-là, oui, les cheminements flammes jumelles finissent toujours bien, parce que cette acquisition-là, elle sera faite. Et que cette acquisition-là est essentielle pour en fait l'avenir de l'humanité. Donc là, je sors complètement du sujet de la relation sentimentale, il faut être clair. Les flammes jumelles sont là pour aider à l'élévation de conscience planétaire, dont nous allons parler juste après avec les questions suivantes. Ce qui est essentiel dans cette évolution planétaire, là maintenant où on en est, c'est vraiment l'élévation spirituelle et l'ouverture de conscience à l'autre de chacun. De comprendre que, en fait, nous sommes un. Et les flammes jumelles sont là pour ça, pour incarner ça. Elles peuvent le faire en couple, certes, mais quelque part, toutes celles qui ne formeront pas couple avec leur autre, eh bien, vont créer 2 noyaux qui vont répandre ce qui leur a été appris, c'est-à-dire cet amour inconditionnel et le fait que nous soyons un. Ce qui va permettre, voilà, d'aider à l'évolution de notre planète. Parce que là, donc, on va du coup rejoindre en fait les dernières questions. Ah, du coup, j'ai oublié la question de Evan. J'y reviendrai après. Là, du coup, je vais finir sur ce sur quoi je suis partie, c'est-à-dire question de Zoé et question de Virginie. Donc, Zoé, spirituellement et généralement, comment notre ère peut évoluer? Est-ce que le monde, nature, arbres, animaux seront toujours là? Vous voyez, je commence à savonner, je commence à fatiguer. Et nous, les hommes, allons disparaître. Et question de Virginie, quelles seront les énergies dominantes en 2021? Donc tout ça, ça se regroupe un petit peu. Alors non, évidemment, l'humanité ne va pas disparaître. L'humanité est actuellement donc dans une fin de cycle. Comme tous les 25 000 ans, a priori, du point de vue géologique, enfin du point de vue universel,
du point de vue cosmologique. Voilà, c'est ce que je cherchais. Tous les 25 000 ans, comme ça, il y a une forme de basculement de cycle. Et là, nous sommes justement à l'orée de ce basculement. Le nouveau cycle, a priori, sera spirituel, puisque nous sommes censés basculer dans la 5D, en étant partis donc de la 3D, avec une évolution de conscience et une évolution vibratoire. C'est-à-dire que la Terre elle-même et l'ensemble de notre univers est en train d'augmenter sa vibration, d'augmenter son rythme vibratoire. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir sur... il y a un site qui retransmet en direct la résonance de Schumann, donc qui est la vibration de notre planète, qui est étudiée donc par un laboratoire russe et qui retransmet en direct cette résonance planétaire. Cette résonance planétaire est en train de s'élever d'une manière très marquée. Et nous les humains, et c'est pour ça qu'on est en ce moment un peu fatigué, un peu perturbé, un petit peu paumé, faut dire ce qu'il y a, mais nous les humains, on essaye de suivre un petit peu, on cavale derrière cette évolution de vibration planétaire. Donc l'humain, tel que nous le connaissons aujourd'hui, quelque part va disparaître, oui, puisqu'a priori nous allons nous ouvrir au fait que, eh bien, que nous ne soyons pas des êtres de chair et de sang, comme je disais tout à l'heure, mais que nous sommes des êtres spirituels avant tout, que nous ne sommes, nous aussi, que des vibrations. Et c'est cette conscience-là qui va s'ouvrir, la conscience du coup du un, le fait que nous ne formons qu'un avec notre planète, avec tous les autres règnes de notre planète et avec tous les humains. Alors, a priori, les guides disent que il va y avoir beaucoup de décès, beaucoup de départs, parce que un certain nombre de personnes ne peuvent pas, n'arriveront pas à cavaler, comme je disais, après cette vibration planétaire en évolution permanente. Donc oui, il va y avoir beaucoup de départs, mais non, l'humanité ne va pas disparaître. Nous allons juste rentrer dans une nouvelle ère. On peut parler aussi plus simplement d'une nouvelle forme de civilisation, hein, on peut le prendre comme ça. Mais pas de disparition à l'horizon. L'année 2021 sera encore une année extrêmement troublée, apparemment, d'après les guides. Le véritable apaisement ou le début de reconstruction réelle devrait plutôt intervenir en 2022. Alors là, je ne me base pas sur ce que moi j'ai perçu, mais sur des canalisations faites par d'autres personnes, qui sont pour moi des phares, hein, ou des points de repère. Hein. Bon, il y a Monique Mathieu, il y a Sylvain Didlot, il y a un certain nombre de personnes comme ça que j'écoute avec grand plaisir pour justement, d'un point de vue plus global et plus planétaire, savoir à peu près vers où on va. Mais nous sommes donc dans une grande élévation de conscience pour aller donc vers un monde de 5e dimension où nous aurons beaucoup plus conscience en fait de ne former qu'un. Pour accompagner ça, ce qui est important pour chacun d'entre nous, puisqu'on ne peut pas faire grand-chose en fait hein, pour aider cette évolution, mais on peut faire en sorte de rester toujours, autant que faire se peut, dans des énergies élevées, donc énergie élevée, amour, joie, paix, fuir le plus possible toutes les énergies de peur, toutes les énergies de jugement sur l'autre. À partir du moment où on porte un jugement, c'est qu'on se divise, c'est qu'on se dissocie de l'autre. Hein. Donc très important de ne jamais porter de jugement, de ne pas être dans la peur, quoi qu'il arrive, se dire que de toute façon nous suivons une forme de plan divin, entre guillemets, et
il faut accepter ça et accueillir ça avec le plus de confiance, de foi et de sérénité possible. Les événements actuels peuvent être perçus comme une manœuvre, si vous voulez, de la troisième dimension pour freiner le passage de l'humanité dans la cinquième dimension. Donc déclencher de la peur, avec évidemment les maladies, tout ça, de la haine entre les gens. Voilà. Donc la seule manière que nous pouvons avoir d'accompagner cette évolution, c'est de ne pas céder ni à la peur, ni à la haine, de rester vraiment dans le non-jugement, dans l'amour inconditionnel dont nous parlions il y a quelques minutes, d'où l'importance justement de cet avènement des flammes jumelles. Voilà, donc pas d'extinction de l'humanité, en tout cas, a priori. Hein. Soyez rassurés. Voilà, je pense que j'ai pas dit la moitié de ce que j'aurais voulu dire sur ce sujet, mais comme je vous ai dit, je fais ça comme ça en live, donc forcément il y a des trucs qui vont se perdre en route. Hein. Et une fois que j'aurai arrêté l'enregistrement, je vais me dire ah zut, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc petite dernière question d'Evan. Donc lors d'une guidance, le tarot me proposait de me lancer dans l'aventure de l'engagement avec une personne qui semblait heureuse de faire un bout de chemin avec moi. À partir du moment où je me suis engagée avec lui, son attitude s'est refroidie, il m'a repoussée vers la sortie, en se comportant de façon perverse. Est-il possible qu'une personne soit si inconsciente, voire sournoise, que l'univers ne soit pas en mesure de le capter ? Est-ce possible que quelqu'un manipule si bien son environnement qu'il ne peut pas se révéler dans les guidances ? Est-il possible que la différence entre la couleur de son âme et ses choix sur Terre sont tellement en décalage qu'il n'est pas possible de canaliser ses énergies? Alors c'est une question qui est super intéressante. Quelque part dans cette question, on pourrait y voir en gros, est-ce que quelqu'un pourrait tromper les guides, hein, on pourrait lire ça comme ça. Eh bien non, évidemment. Hein. Ce qui est possible par contre, par rapport à la couleur de l'âme, c'est quelque chose qui me touche assez, là, cette question. Ce qui peut être difficile pour certains d'entre nous qui sommes très perceptifs des autres, c'est que parfois on voit chez les personnes leur meilleure version. On voit chez les personnes leur plus haut potentiel. Mais ce n'est pas pour ça que les personnes en question sont encore prêtes à incarner ici et maintenant leur plus haut potentiel. Et là, effectivement, il peut y avoir la porte ouverte à un certain nombre de déceptions. Parce que nous, on a perçu quelque chose de beaucoup plus élevé chez les personnes que ce qu'elles sont aptes à incarner ici et maintenant. Par contre, les cartes, par contre, l'univers ne peut pas être trompé par ça. Les cartes ne peuvent pas être trompées par ça. Ce qui a pu vous arriver, par contre, Evan, c'est que les cartes vous ont proposé, comme vous le dites, de vous engager vis-à-vis de cette personne. Les cartes ne se sont pas trompées dans le sens où ce qu'elles vous ont proposé, en fait, eh bien, c'est une expérience. Vous avez pris avec cette histoire, même si elle a dû être difficile et douloureuse, vous avez pris une leçon. Et les cartes vous ont engagé à aller vers cette personne pour que vous puissiez recevoir cette leçon. Et là, du coup, on peut rentrer dans un débat qui va peut-être mettre certains un petit peu mal à l'aise par rapport à ceux qui pratiquent la cartomancie. C'est-à-dire que parfois les cartes vont nous encourager à aller dans une voie parce qu'en fait nous avons une leçon à y apprendre et qu'il est très important pour nous d'aller dans cette voie. Mais ça ne veut pas dire que dans cette voie nous allons y trouver ce que nous imaginons, ce que nous souhaitons. Par contre, nous allons y trouver la leçon, l'expérience que nous avons besoin de vivre à ce moment-là
de notre chemin de vie. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à ça. Alors voilà pour les questions. Ça a été long les questions. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre à télécharger cette vidéo, mais alors ça va être quelque chose, hein. Alors maintenant, on va faire les tirages au sort pour toutes les personnes qui ont joué pour tenter de gagner une guidance personnalisée ou un oracle. Alors je vous le rappelle, les oracles, eh bien ça se présente comme ça, je vous les envoie comme ça. Donc dans une petite pochette de rangement. Alors pour ceux qui ne savent pas encore quoi offrir à Noël, eh ben n'hésitez pas, hein. Petite pochette de rangement dans laquelle vous allez trouver donc le jeu de 109 cartes. Je rappelle, j'ai pas pu faire plus court, hein, c'est pas moi qui ai décidé. Avec le petit livret explicatif des cartes. Donc ça, je le broche moi-même, c'est fait maison, hein, pour de bon, le petit livret. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et quand vous le commandez, vous le recevez par la poste, dans un superbe emballage. Je raconte mon truc. Hop, je vais pas, si je prends le temps de le ranger. Zo. Donc, vous avez été nombreux, hein, à donner votre candidature pour ce tirage au sort. Alors voilà ce que ça donne, hein. J'ai changé 3 fois de saladier pour que tous vos bulletins rentrent et que je puisse quand même brasser un petit peu pour tirer au sort. Donc on va y aller pour le premier gagnant, pour le premier oracle. Donc là on est pour un oracle. Alors il y en a qui ont joué en me disant oui, moi je préférerais une guidance parce que j'ai déjà l'oracle, mais je ne pouvais pas faire 2 tirages au sort non plus. Donc j'espère que les guides vont guider ma main d'une manière juste, et que ce sont les personnes qui en auront le plus envie ou le plus besoin qui gagneront soit l'oracle, soit la guidance privée. Donc pour un oracle, donc c'est parti. Pour un oracle, nous avons Mademoiselle Jérémie Bouffard pour le premier oracle. Donc, je mets le bulletin de côté. Pour le deuxième oracle, nous avons Emma Perle. Donc, mesdames ou mesdemoiselles, je vous encourage, je vous engage à me réécrire par mail pour me transmettre votre adresse complète et précise afin que je vous fasse parvenir votre gain. Voilà, félicitations. Et maintenant, pour la guidance privée. Donc, guidance comme les autres, hein, c'est-à-dire 1 heure, les questions que vous souhaitez. Alors, pour la guidance, qui est le gagnant? C'est Ali Safer. Voilà, pour la guidance privée. Donc, Ali, pareil, eh bien, prenez contact avec moi par mail, de manière à ce que nous puissions fixer un rendez-vous. Donc, pas par... ne prenez pas rendez-vous sur mon site internet, car là, vous ne pourrez pas réserver un rendez-vous sans régler. Donc, voilà. Donc, par mail, nous fixerons ensemble un rendez-vous pour votre guidance privée. Donc, voilà, félicitations à tous les 3. Hein. Je suis très contente d'avoir eu autant de participants pour ce tirage. Voilà, merci à tous. Et pour finir cette petite vidéo spéciale anniversaire, je vais vous faire un cadeau un petit peu particulier. Alors, il se trouve que à une période de ma vie, j'ai beaucoup pratiqué la transcommunication instrumentale. La transcommunication instrumentale, si vous ne connaissez pas, eh bien c'est le fait d'enregistrer des voix de personnes qui ne sont pas là, hein, donc des voix de présence, des voix d'entité. Certains les appellent des fantômes, pour ceux qui sont un peu coincés, mais il y a aussi des anges, des guides, enfin, on peut enregistrer des voix diverses et variées. Et, alors, je ne le pratique plus maintenant parce que j'ai fait ça pendant des années,
Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on retrouve toujours un petit peu les mêmes messages, hein. On t'aime, on est là, machin. Bref, euh, par ce biais, il m'est arrivé d'enregistrer la voix de mon guide. Un très court message, mais que je voulais partager avec vous, notamment pour tous ceux qui, comment dire, qui sont encore un peu dans le doute par rapport à ça, du fait d'être accompagné, du fait d'être escorté, d'être soutenu, pour aider justement à cette élévation de conscience planétaire, que chacun sache que nous vivons en fait un monde qui relève du magique, beaucoup plus que ce que la matérialité de ces derniers siècles a pu nous inculquer. Donc pour vous aider à cette compréhension et à cette foi, en fait, je voulais partager ça avec vous. Et je vais vous faire écouter un enregistrement très très court, où vous allez pouvoir percevoir, alors il faut être très attentif, hein, comme tous les enregistrements de transcommunication instrumentale, il faut être extrêmement attentif puisque la voix se place dans le bruit blanc, hein. Donc il faut que vous soyez très attentif. Je vais mettre ma petite enceinte juste devant la caméra là. Donc c'est un extrait très très court. Il y a 2 mots, mais c'est la voix de ma guide. Moi qui suis tout le temps en train de dire voilà, merci mes guides, ma guide. Et bien là comme ça vous allez pouvoir prendre conscience de à quel point ils sont présents avec nous et dans notre réalité en fait, et pas ailleurs. Voilà, donc je vais vous mettre cet extrait. Vous allez entendre un bruit d'eau qui était mon aquarium, avec un bruit de brrr, c'est la pompe de l'aquarium, donc qui fait une sorte de bruit de fond. Mais dans ce bruit de fond, soyez extrêmement attentifs. Vous allez entendre une voix. Alors. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je vais vous le remettre, je rapproche. Je vais peut-être même monter encore le son. Ça risque d'être un peu agressif du coup à l'écoute, mais je vais vous le remettre. Donc le bruit de l'aquarium, le glouglou, et je vais vous faire un petit signe de la main au moment où la voix intervient, d'accord ? Voilà, je vous le remets. Est-ce que vous l'avez entendu ? Je leur mets un dernier petit coup. Je ne sais pas si je remonte assez là, attention. J'espère que vous l'avez entendu, parce que là du coup, voilà, j'espère que vous l'avez entendu. Elle dit je t'aime. Et moi aussi je vous aime tous. Et je vous remercie de votre écoute. Encore bon anniversaire à tous. Je vous aime et je vous retrouve super bientôt pour vos tirages habituels pour le mois de décembre. Allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao.